Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, chers internautes. Nous allons parler de la RDC où le plan de balkanisation est toujours en marche. En tout cas, le sujet a été relancé par l'évêque du diocèse de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringui, qui dans son homélie a clairement déclaré que le plan de balkanisation est toujours en cours. Il dit qu'il a été en Allemagne et il a vu une carte où le pays a été divisé en 4 parties et il affirme que on veut faire de la RDC comme on a fait au Soudan. Nous avons comme invité Freddy Mulumba. Freddy Mulumba, vous le savez, il est politologue, écrivain, mais aussi directeur général adjoint de la RTNC. Freddy Mulumba, qui a fait passer plus de 10 ans dans la lutte contre la balkanisation de la RDC. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour Adam. Alors après donc l'évêque Dieudonné Uringui, on sait que avant lui il y avait aussi le cardinal Ambongo qui était au Kivu, qui a confirmé le plan de balkanisation. Alors cher Freddy, on pensait que le plan de balkanisation était déjà dans les oubliettes. Adam, je pense que ce plan date il y a longtemps. Avant même que l'AFD soit mise en place. Je me rappelle quand j'étais au potentiel, après avoir fait la campagne contre la balkanisation, nous avons reçu 2 personnes. Moi avec Emelka Bongo, donc de l'ambassade américaine, dans mon bureau au potentiel, qui nous demandaient, qui voulaient comprendre la balkanisation, ça vient d'où, c'est quoi, ils ne comprenaient rien. En fait, c'était le département d'État américain qui avait demandé à ce qu'ils viennent me rencontrer. On a eu une discussion pendant 1 heure. Et on leur a expliqué qu'est-ce qui est derrière tout ce qui est guerre à l'Est et tout ça. On a cité certains ouvrages. Et ils ont fait rapport à Washington. Et de Washington, il y a eu fuite dans Wikileaks. Et dans Wikileaks, tout ce qu'on avait parlé avec les diplomates de l'ambassade américaine est sorti. Donc, ils ont relaté tout ce qu'on avait dit. Ils sont arrivés à la fin pour dire nous ferons par tous les moyens pour que l'image de l'Amérique ne soit pas ternie. Et après ça, on m'a invité. J'ai fait 21 jours en Amérique, en commençant par le département d'État. On nous avait invités. On était 8 Africains avec 2 Congolais. On a eu des discussions au département d'État avec tous les services qui s'occupent de l'Afrique. Après discussion, il y a une dame, Catherine. Catherine, c'est une Américaine blanche qui travaille à l'ambassade ici en 2000. Elle s'occupait de l'économie. Après avoir discuté, elle m'a appelé de côté. Elle me dit, nous sommes inquiets pour votre propre pays. On ne voit pas les élites émerger. J'avais amené les livres sur la balkanisation qu'on avait publiés avec certains intellectuels. J'ai distribué partout où je suis passé. C'est pour vous dire que les projets existent bel et bien. Quand quelqu'un vient dire que le projet n'existe pas, il n'est pas honnête. Les projets de balkanisation existent bel et bien. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est comprendre la logique du monde capitaliste. Et quels sont les acteurs de cette balkanisation? Les acteurs, c'est d'abord le clan Bill Clinton, qui était à la base de la guerre de l'AFDEL, et que Mouzé a essayé un peu de changer la donne, et on l'a assassiné. Donc l'objectif pour ces gens, et pour la plupart, sont des gens qui étaient à Berlin en 1885, ou bien leurs petits-fils, qui estiment que le Congo leur appartient. Comme le Congo a été une création de Berlin, donc de multinationales, ils ont aussi le droit de revoir les frontières. Ça, c'est un des deux. Ces gens disent aussi que le Congo est trop grand. Il faut le couper pour mieux gérer. Mais il y a un soubassement raciste, pour ne pas dire racial. On ne peut pas laisser beaucoup de richesses aux Noirs. Ça, le fond du problème, en d'autres dimensions économiques. Les Noirs ne méritent pas ça. Voilà pourquoi on peut tuer des millions de morts, personne n'en parle, même pas un procès. Donc ça sont les multinationales. Derrière les multinationales, vous avez des hommes d'affaires. Je veux parler de clan Bill Clinton. Donc, c'est eux, ils étaient à Arkansas. Après, par exemple, d'affaires, sont des hommes d'affaires d'Arkansas qui ont monté le coup
en disant nous mettons la main sur les richesses du Congo, ensuite on les coupe en morceaux. Et même au niveau du Parlement, du Congrès américain, il y a eu quand même des déclarations. Fess William, qui était le premier président qui s'occupe de la sous-commission Afrique, il avait dit clairement, le Congo, il faut le diviser en cinq États. Ça existe bel et bien au Congrès américain. Ceux qui veulent, qui doutent, qu'ils aillent vérifier. Donc, ces gens, ces capitalistes, ces globalistes, ne vont pas baisser les bras. Mais comment vont-ils procéder alors pour mettre ce projet de balkanisation en marche? Quelles sont leurs techniques? C'est d'abord, on a utilisé les Rwandais et l'Ouganda. Les Rwandais et l'Ouganda en disant que c'est un problème Banyamulenge, un problème ethnique, mais ils ont profité de ça pour greffer sur ce conflit afin d'occuper. Donc ils ont calculé, ils ont fait un plan à long terme. Les Rwandais, l'Ouganda, mais des complices congolais. Il dit des complices congolais. Je pense que M. l'évêque a dit très clairement. Il y a des gens qui sont à Kinshasa, qui ont pris contact, donc, parmi les dirigeants congolais, qui ont pris contact pour qu'on balkanise le pays. Il les connaît. Donc il y a le Rwanda, l'Ouganda, les complices congolais, mais aussi au niveau des médias. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment expliquer qu'il y a des problèmes à Kinshasa? Nos médias sont ailleurs. Et on tue des gens en Béni. Tu vois pas dans les médias. Parce que la plupart des médias ici sont financés par Soros avec aussi ça. Il n'y a pas seulement que Soros avec aussi ça. La plupart des ONG, des fondations qui financent nos médias ici, sont au service de la balkanisation. Comment ils procèdent? Ils se taisent. Quand il y a des questions, on ne parle pas. Mais il y a aussi les médias traditionnels. Je vous prends l'exemple de la RTNC. Je suis ici. Il y a des coins, il n'y a pas de la RTNC. Vous partez vers Kamina, ni la radio, ni la télévision. C'est pour qu'avec le temps, les gens oublient qu'il y a un État central à Kinshasa. En oubliant, parce qu'on ne voit pas la télévision nationale, ni la radio, ils oublient, et on va leur proposer, faites ceci, cela, acceptez Kinshasa est très loin, parce que leur discours. Mais ils sont soutenus par les fondations qui financent les médias. Que ce soit maintenant les médias publics, que ce soit les médias privés. C'est comme ça qu'on sait que on ne peut pas comprendre qu'un pays soit attaqué, vous avez la télévision nationale, il n'y a rien. Il y a un problème. Est-ce que vous avez vu un État, des hommes politiques congolais se lever pour dire que ça ne marche pas, il faut discuter sur ce qui se passe à l'Est? Rien du tout. La complicité est tellement grave. Je pense qu'on est arrivé à un niveau tel que on ne doit pas baisser les bras. C'est un combat. Justement. Mais... un combat de la liberté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sortir de ce plan de balkanisation qui date depuis longtemps, vous l'aviez dit, mais ça continue, ils ne vont pas baisser les bras. Comment faut-il s'en sortir? 3 choses. 1. Il faut dénoncer tous les complices. Ils sont connus. Je pense que l'évêque l'a dit. Au lieu de se taire, il faut les dénoncer. Qui va les dénoncer? Mais c'est ça le problème. L'évêque connaît, non? Mais il n'a pas cité les noms. Effectivement, il faut qu'il ait le courage de dénoncer ces politiciens qui sont complices. 2. Il faut que les médias soient réformés. Je dis, il faut que les médias soient réformés, en commençant par les médias d'État. Parce que quand on dit médias d'État, bien médias publics, c'est un média qui défend la patrie. Et quand vous voyez les médias de la patrie, les médias nationaux qui défendent la patrie, il y a un problème. Donc il y a comme ça quelque part. Parce que le seul média qui doit défendre le Congo, c'est le RTNC. Vous regardez la télévision, rien. Dans la radio, il n'y a rien. Comment expliquer ça? Donc il faudrait plus encore porter des gants. C'est question de soit on perd les pays, soit on les récupère. Et troisième chose, tu vois, il faut qu'il y ait des associations. Parce que ces gens travaillent sur le temps. Monseigneur a dit 30 ans pour arriver à ce qu'on coupe le Soudan. Ça fait combien d'années on a fait ça? Ça fait plus de 20 ans. Donc, comment ils procèdent? On tue des Congolais qui sont aux frontières. Les Congolais fuient au Kivu, en Ituri. La place est vide là. On place des Rwandais. Monseigneur l'a dit. Le cardinal a dit la même chose. Il y a même les rapports des Nations Unies. Et je demande aux Congolais de lire les rapports des experts de 2012 et les rapports mapping. Tout est écrit. Une question. Pourquoi à Kinshasa, les hommes politiques se taisent?
Si les hommes politiques se taisent, ils sont complices. Voilà pourquoi il faut maintenant créer des associations qui ont pour objectif de sauver la patrie, de lutter contre la banalisation. Donc, quand il y a des associations, des jeunes gens qui peuvent même, ça peut même pas dire pendant 10 ans, 20 ans, parce que l'occidental, les capitalistes ne comprennent que les rapports de force. Si vous n'êtes pas organisé, il ne viendra pas travailler à votre place. Donc, c'est ces associations qui vont mobiliser le peuple. Et quatrième élément, l'armée. Il faut nettoyer. On est tellement infiltré. Et qu'on ait le courage. La liberté a un prix. Moussa Kabila a été assassiné parce qu'il n'a pas voulu accepter n'importe quoi. Lumumba a été assassiné. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait encore des gens qui doivent mourir. Ce signifie qu'il faut protéger nos élites. Il faut mobiliser le peuple et notre armée. Là, l'indépendance, on ne donne pas gratuitement. Donc c'est notre travail en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen. Et c'est tous les médias. Il faut créer de nouveaux médias. Ça signifie que des médias qui ne sont pas financés par l'Occident. Parce que les gens qui reçoivent l'argent de l'Occident sont corrompus. C'était pour marcher des mots. Tous ces petits médias que vous avez là, qui sont dans l'histoire, dans le sexe, Mokuna, c'est une diversion. Aujourd'hui, on vient de parler, ce que Monseigneur a parlé. Regardez dans les médias, les réseaux sociaux, qui en parle? Donc, tous les réseaux sociaux, c'est une diversion. Donc, il faut créer des médias alternatifs. Et pour cela, il faut des sacrifices. Mais, dernière question. Il y a des gens qui lient le projet de balkanisation à un pouvoir, à un régime. Or, en vous entendant parler, c'est un projet qui dure dans le temps. Donc, ça ne dépend pas d'un individu qui arrive au pouvoir ou d'un président quelconque. Non, je pense que la difficulté pour les Congolais, c'est quoi? On est dans les sentiments. On est faible. Le projet a été monté en 1994 par les Américains. On avait demandé à qui? Ils ont dit, nous voulons couper le Congo. Quelle que soit la personne. Donc, si vous ne mobilisez pas la population, il n'y aura rien. Donc, qu'on ne puisse pas parler des individus. Parce que ce discours-là est tenu par nos ennemis. Ils tiennent ce discours pour nous diviser. Donc, il faut qu'on soit très prudent. Qu'on soit très prudent. On tient ce discours pour diviser. Donc, il ne faut pas les écouter. Notre problème, mobilisons notre peuple. Notre armée doit être debout. Et nos intellectuels aussi. Les intellectuels, beaucoup sont corrompus. Ils sont où? Ils sont où? Ce sont des gens que les Blancs ont fabriqués, formés, pour soutenir leur propre projet. Par contre, ce sont ces intellectuels-là qui vont aller avec les Occidentaux pour balkaniser. Un exemple. Nous, on a écrit un livre sur la balkanisation avec un intellectuel congolais, professeur au Canada. Le même professeur a été récupéré par Kagame. Il a écrit un livre intitulé Du paradoxe congolais au miracle rwandais. Oui, il montre à Kinshasa, il n'y a rien. Donc il a trahi. Ce sont des traîtres. Et pour cela, il faut que la jeunesse comprenne. C'est pour la jeunesse. Hein. D'ici 20 ans, 30 ans, ceux qui ont 20 ans auront 50 ans. Ils seront dans quel état? Mais aussi interpeller ceux qui disent politique. On va laisser notre pays dans quelles conditions? Les générations qui viendront vont vivre où? Voilà aussi l'interpellation de Monseigneur. Oui. Et ça demande que les jours aujourd'hui, tout le monde doit être debout. Commencez d'abord par s'organiser. On parle en désordre. S'il y a plusieurs associations, avec comme objectif, non à la balkanisation. Parce que la plupart des associations qu'on a sont financées par les ONG internationales. Au Filimbi, il y a encore ce soir de Lucha. C'est pour nous embrouiller. Comme les enfants n'ont pas le sens de l'histoire, on les manipule. Donc on ne porte plus des gants. C'est question de vie ou de mort. Merci beaucoup, merci. Nous retiendrons dans ce que l'évêque a dit. Il a dit, si nous ne faisons pas attention, nous allons être esclaves dans notre propre pays. Une phrase que vous avez l'habitude de répéter d'ailleurs. Disons merci à tous ceux qui nous suivent et merci à vos remarques, à vos suggestions, à vos encouragements aussi. Au revoir et à la prochaine. Deux bicoques avec 6 pièces chacune, servant d'hospitalisation des malades. Voilà l'image du centre de santé d'Oninga, en territoire de Walikale.
C'est dans ces cases où se passent les soins des malades de cette localité de 11 000 habitants. Ici, les grabats servent comme lit des malades et d'autres dorment à même les sols, sur des nattes. L'infirmier titulaire de ce centre, qualifié ou pas, lui-même fait des interventions chirurgicales, faute du mieux, car l'hôpital le plus proche se trouve à 8 voire 15 jours de marche à pied. La salle d'opération est dans ce vieux bâtiment en briques cuites, encore en chantier. Moi, je suis infirmier, oui, seulement que rodé dans la chirurgie. Donc, nous assurons tout. Des cas compliqués, on s'arrange de tout faire, mais quand nous trouvons que nous sommes loin de cette activité, nous le référons. Mais c'est plus rare. Bon, à 8 jours de marche. Donc les malades peuvent décéder même donc en cours de route. Mais nous nous arrangeons quand même de tout faire et Dieu nous aide aussi. Et ici, tel que vous venez de voir, c'est une institution tellement délaissée il y a longtemps parce que se trouve loin des activités routières. Mais nous nous demanderons quand même qu'on puisse voir si le gouvernement peut voir comment nous construire quand même la maison qui admet quand même des conditions de santé. Ici à Oninga, les services de cet infirmier, appelé abusivement médecin par les habitants, sont appréciés par les bénéficiaires. Qu'il était venu justement il y a au moins 6 mois, je pense. C'est vrai, il y a 6 mois. Alors le médecin fait le traitement comme il faut. Au centre de santé, il y a des carences de médicaments. Très cher aussi. Une fois, vous êtes hospitalisé oui. Ici, vraiment, le facture, c'est trop cher. Dans ce centre de santé, le laborantin utilise un microscope vieux de plusieurs années et seul lui-même sait s'il donne le vrai résultat aux malades. Des gens, je suis pas d'accord. Bien, Alexis Corbière, ce matin notre invité, nous suivrons le débat demain à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Nicolas Poincaré. Expliquez-nous, Nicolas. RMC, expliquez-nous. Bien, les manifestations aux États-Unis antiracistes, un épisode qui prouve une fois de plus que les États-Unis souffrent du racisme. C'est une maladie chronique. Un racisme chronique et des inégalités abyssales. Un noir américain vit 3 ans et demi de moins qu'un blanc. Un noir américain a 2 fois de plus de risques en ce moment de mourir du coronavirus. 2 fois plus. Un noir américain a aussi 2 fois plus de chances d'être au chômage. Il gagne en moyenne 2000 € de moins qu'un blanc. Le salaire médian des noirs est de 3300 € contre 5300 € pour les blancs. Pour un crime égal, un noir américain sera condamné à une peine plus longue de 20% qu'un blanc. Les noirs ont 6 fois plus de chances d'être incarcérés. Un enfant noir à la naissance a 1 chance sur 3 de passer un jour dans sa vie par la case prison. Et d'ailleurs, 11% de ces enfants noirs à leur naissance ont un de leurs parents en prison. Oui. Sans parler bien sûr. C'est un risque, c'est pas une chance. Ouais. Hein, oui. Le risque, c'est un risque. Sans parler des violences policières, on en parlait hier, les victimes de bavures, on a donné les chiffres à population égale. 2 fois plus de noirs que de blancs sont abattus par la police. C'est le pays des inégalités raciales. Les blancs et les noirs vivent à côté mais pas ensemble. Ils ne vont pas dans les mêmes églises. Le dimanche matin, il n'y a pas un noir dans les églises blanches et pas un blanc dans les églises noires. Et c'est comme ça depuis toujours. Le racisme et la ségrégation qui font partie de l'histoire américaine, rappelons-la. Oui, alors, et c'est pas de l'histoire ancienne, hein. Tous les Américains d'aujourd'hui ont un parent ou un grand-parent qui a pu leur raconter ce qu'était la ségrégation, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient jeunes, eh bien, dans les autobus, un noir devait se lever pour laisser sa place à un blanc. Jusqu'en 65, à l'entrée des parcs et jardins dans les États du Sud, on pouvait lire « Interdit aux chiens et aux nègres ». Les noirs n'avaient pas le droit de boire dans les fontaines publiques, ni d'entrer dans la majorité des restaurants. Un blanc et un noir ne pouvaient pas partager un taxi. Il y avait des cimetières pour les blancs, des cimetières pour les noirs. Jusqu'en 64, les noirs n'avaient pas le droit de vote. Lorsque les noirs ont enfin obtenu le droit de s'inscrire à l'université dans les années 60, l'armée a dû intervenir à Little Rock pour disperser les étudiants blancs qui bloquaient l'accès. Et James Meteoritt, le premier noir qui a été admis à l'université du Mississippi, a dû être protégé par la police
pendant toute la durée de ses études. En 67, un certain monsieur Loving, qui était blanc et qui vivait en Virginie, a voulu se marier avec son amoureuse qui était noire. Mais comme les mariages mixtes étaient encore interdits, eh bien ils se sont rendus à New York. À son retour, le couple a été dénoncé à la police par des voisins. Dès le premier soir, monsieur et madame Loving ont été arrêtés, jugés et condamnés à 1 an de prison, mais dispensés de peine s'ils acceptaient de quitter l'État. Ce qu'ils ont fait, ils ont ensuite porté plainte et ils ont gagné. C'est le fameux arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Loving contre l'État de Virginie, qui a enfin autorisé les mariages mixtes. C'était en 1967. Obama avait 6 ans. Et Donald Trump avait 21 ans, l'actuel président américain, donc bien connu cette époque où les Blancs ne se mariaient pas avec les Noirs. Certains affirment que Donald Trump est raciste. Eh ben, est-ce qu'on peut le dire? Évidemment. Sans aucun doute. Et encore ces jours-ci, il a déclaré: quand les pillages commencent, il faut commencer à tirer, ce qui n'est pas du tout une phrase neutre. C'est la citation exacte d'un chef de la police de Floride, extrêmement raciste dans les années 60. Il a aussi dit, en parlant de 4 femmes députées opposantes célèbres au début de son mandat, qu'elles repartent d'où elles viennent, alors que les 4 étaient naturellement américaines, puisqu'elles étaient parlementaires. À propos des émigrants mexicains, il a dit pendant la campagne: ce sont des violeurs, même s'il peut y avoir des gens bien parmi eux. Il avait confié à un biographe qu'il détestait l'idée d'avoir un comptable noir. Je hais l'idée qu'un noir puisse s'occuper de mon argent parce qu'ils sont tous paresseux. Et puis il y a cette histoire en 1989, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 5 très jeunes adolescents noirs qui avaient été arrêtés après le viol d'une joggeuse, le viol et le meurtre d'une joggeuse dans Central Park à New York. Donald Trump avait alors dépensé $90 000 de publicité dans les journaux pour réclamer contre eux le rétablissement de la peine de mort. Finalement, les 5 garçons ont été innocentés et libérés après l'arrestation et les aveux du vrai coupable. Donald Trump ne s'est jamais excusé et aujourd'hui encore, il dit que dans cette affaire, il y avait un doute alors qu'il n'y en a aucun. Et puis en 73, quand il a commencé sa carrière de promoteur aux côtés de son père, eh bien ensemble ils ont été condamnés pour discrimination raciale parce qu'ils n'acceptaient pas les Noirs dans les immeubles qu'ils construisaient. Son père était un ancien membre du Ku Klux Klan, arrêté et condamné pour des violences dans les années 20. Le Ku Klux Klan, vous le savez, c'est la très très violente organisation raciste et suprémaciste blanche. Voilà ce qu'on pouvait rappeler à propos de ce grand pays qui a un lourd passé raciste et un président pas clair du tout. Merci Nicolas Poincaré, il est 7h. Tozali ko subir makambo ebele, humiliation, pays na biso eza occupé par Rwanda, na ba multinationaux. Biso tozali na pasi, bazali ko boma biso, bana na biso, ba mama na biso, ba guerre partout. Yango to telemi liboso awa ya Union européenne, na maison européenne pour te dénoncer o ezali ko lekana mboka na biso. Roi Léopold II aboma batu ebele na mboka na biso ti lelo oyo massacre génocide mutu akolobelango azali te. Tala ndenge baza ko violer ba mama na biso na este ya Congo na Beni, bazali ko violer ba mama na Goma, baza ko boma biso likolo ya richesse na biso. Prophète na biso Simon Kimbangu aza humilié ti lelo oyo mutu akokonetaka ye azali te. Il faut qu'on reconnaisse likolo ya bomengo oyo nzambe apesa biso tala lelo ndenge ememeli biso ngambo. Tozali awa toza kolela ba héros nationaux na biso, toza koloba vérité devant la maison de l'Union européenne. Totelemi toza seulement 4 likambo te, tout fait nombre. Tozobundela mboka na biso. Il faut bo aider biso tolongola ba criminel o bazali na mboka na biso. Kagame azali criminel, Kabila azali criminel, Félix Tshisekedi azali criminel. Bango nyonso na bande na bango bazali koboma bana na Congo, bazali koboma biso. Tosengi na bino bo aider biso liboso ya Parlement européen ou ya maison européenne que awawa pona ko dénoncer o ezali koleka na mboka na biso pasi eleki na Congo. Na minute oyo tozali koloba boye président na biso Martin Fayulu abimi libanda na peuple congolais, bazali kobeta bango masasi, bazali koboma partout likolo ya bomengo oyo nzambe apesa biso.
biso tozalaka motema mabe te na mboka na biso tolingaka batu toyambaka bapaya. Chers compatriotes, il y a un vent de renouveau qui est en train de souffler en ce moment au sein de l'Empire. Et lorsque je parle de l'Empire, c'est tout l'Occident qui est atteint par ces vents-là. Il y a la conscience africaine, la conscience bantou Congo qui est en train de retentir partout dans le monde. Suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis d'Amérique, il y a eu des manifestations partout en Occident où le peuple, l'humain du tout monde manifeste pour désapprouver cette politique raciale, structurelle, institutionnelle instaurée depuis Dieu jusqu'à l'être humain sur cette terre. Effectivement, l'homme noir a toujours été chosifié, l'homme noir a toujours été traité de toutes les façons qui voulaient qu'il ne soit pas considéré comme humain. Notre humanité a été bafouée dans l'histoire. Aujourd'hui, la conscience africaine, la conscience bantou Congo est en train de souffler partout. Nous sommes en train de vivre une situation mémorable. Nous sommes en train de vivre une époque merveilleuse où la jeunesse est en train de prendre les devants et agir conséquemment. Là où les anciens ont ouvert la route, ils ont balisé les chemins pour que cette nouvelle génération puisse avancer. Nous ne devons pas passer au triomphalisme et croire que le peu de ce qui arrive est une victoire. Nous devons bien intérioriser, chers compatriotes, chers frères, que lorsque l'oppresseur te fait une faveur, c'est qu'en retour, il a gagné 1000 fois plus que ce qu'il vient de te rendre. Maintenant, nous sommes en train de vivre une situation en Belgique où les statuts du roi génocidaire Léopold II sont en train d'être déboulonnés ou retirés tout simplement. Je viens de lire un article sur un média néerlandais qui dit que les chargés de l'urbanisme de la ville de Bruxelles seraient prêts à retirer toutes les statues de Léopold II, mais cela doit faire suite à une politique bien réfléchie. De quelle politique bien réfléchie ces métiers parlent? Lorsque nous voyons la gueule de Léopold II, lorsque nous voyons son nez pointu comme le bec d'un aigle, lorsque nous voyons son visage, ce qui nous revient dans nos têtes, dans notre esprit, c'est un sanguinaire qui a décimé nos parents, nos ancêtres. Un messier qui est responsable de plus de 15 millions de morts au Congo. Un messier qui est responsable d'avoir émasculé les hommes, d'avoir arraché les seins aux femmes, d'avoir fait violer les femmes, fait violer les hommes, fait violer les enfants. Un génocidaire qui est responsable de mutilations inimaginables que même l'inconscient collectif de l'humanité ne reconnaît pas dans ses archétypes. Voilà pourquoi nos revendications, peuple africain, peuple opprimé, digne fils d'Afrique et humain du monde, nos revendications ne doivent pas s'arrêter au retrait de ces statuts. Il y a des familles entières au Congo qui encore aujourd'hui souffrent de traumatismes multiples liés à la génétique que nous avons héritée de nos ancêtres qui ont été victimes directes des atrocités de Léopold II. Il faut qu'il y ait une justice et il faut qu'il y ait la réparation, reconnaissance du génocide bantou entre 1885 et 1908, qu'il y ait une justice même à titre posthume qui condamne ouvertement Léopold II pour ces atrocités-là et surtout qu'il y ait la réparation par rapport à ces crimes-là qui ont été commis, des crimes imprescriptibles, des crimes qui ont abîmé nos inconscients collectifs et qui veulent qu'aujourd'hui, notre conscient collectif puisse souffrir. Nous ne devons pas faire le triomphalisme et nous émoustiller parce que les statues de Léopold II sont retirées par les Belges devant leurs édifices qu'ils ont construits au sein du peuple congolais. Il faut appeler à la justice à titre posthume et surtout à la réparation de la Belgique par rapport à ces atrocités que son roi boulimique a organisé dans mon pays, des crimes qui sont imprescriptibles, des crimes qui détruisent encore aujourd'hui les mentales de l'âme de la nation Congo. C'est une question de pneuma de la nation. L'esprit de la nation doit
revivre comme il se doit. Et pour cela, il faut que la justice puisse avoir lieu. Il faut qu'il y ait la réparation pour que les âmes de nos parents, de nos ancêtres qui ont été décimés, tués atrocement par la politique de Léopold II puissent se reposer en paix. Puisque tant que les âmes de nos ancêtres ne se reposeront pas en paix parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la lumière, pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu de justice, ni de condamnation, ni de réparation, ils enterreront. Notre inconscient collectif et notre conscience collective subira des dégâts énormes. Nos nations ne pourront pas vivre en paix et en tranquillité. Ceux qui meurent pour la nation, ce sont les héros et les martyrs de la nation qui deviennent les gardiens de la nation. Leur sang sert d'adjuvant qui fortifie la fondation de la nation. Et pour que ce sang-là puisse agir conséquemment, les bourreaux d'autrefois doivent être jugés, doivent être condamnés, et les victimes d'autrefois doivent avoir gain de cause. Donc, justice et réparation, une question de la dignité, non seulement du Bantou Congo, mais de l'homme noir partout dans le monde. Mengu mengu ba omona kimbiri kiti. Métatron. Ibobo.